pour élever un peu le débat, je vais commencer par une citation de Nietzsche. Nietzsche nous disait que l'artiste avait le pouvoir de réveiller la force d'agir qui sommeille dans d'autres âmes. Et effectivement, du tableau de Guernica aux photographies de Don McCullin pendant la guerre du Vietnam, notre conscience et nos refus ont été construits sur des images. Pourquoi l'image ? Parce que c'est le langage le plus universel, le plus accessible, celui qui nous fait réagir le plus fortement émotionnellement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'image réaliste, documentariste, mais aussi de l'image fictionnelle qui réveille nos imaginaires, nos utopies. Nous parlerons de la démarche de nos invités artistes, de leur rapport à l'engagement et de leur désir de changer le monde. Mais bien sûr, nous aurons également ces discussions dans le contexte d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'image est au centre de tous les changements. Si l'image a longtemps été dure à réaliser, rare dans sa production, elle est aujourd'hui pléthorique dans tous nos réseaux de communication. Elle est détournée, elle est manipulée. Il est impossible aujourd'hui de différencier le vrai du faux et elle est devenue une arme de désinformation massive. Nous pourrons donc nous demander tous ensemble si les images peuvent encore éveiller les consciences et inciter à l'action dans un monde saturé d'images où les deepfakes révolutionnent notre rapport à la vérité. Alors, without further ado, comme on dit, pour aborder ces sujets, j'appelle à mes côtés 4 grands artistes de l'image qui ont manipulé toute leur vie, qui photographie sous-marine, qui bande dessinée, qui documentaire ou photographie de guerre. Et un auteur journaliste culturel qui nous donnera un éclairage plus vaste sur le sujet. Pour commencer, j'appelle Anastasia Mikova. Anastasia est réalisatrice de documentaires humanistes et engagés. Elle a co-réalisé avec Emmanuel Béard un documentaire tout en justesse et en finesse sur le sujet tabou de l'inceste, en suivant 4 victimes dans leur processus de reconstruction. Ce film s'appelle « Un silence si bruyant » et je ne peux que vous en recommander le visionnage. Avant cela, Anastasia a collaboré pendant 12 ans avec Yann Arthus Bertrand, avec qui elle a coécrit « Human » et co-réalisé « Woman ». C'est difficile d'enchaîner les 2 mots l'un après l'autre. 2 documentaires que un grand nombre d'entre vous ont certainement vus, qui sont des odes humanistes à nos différences et à ceux qui nous rassemblent. Aujourd'hui, Anastasia travaille à la réalisation d'un nouveau documentaire, peut-être son travail le plus personnel, sur l'Ukraine, son pays d'origine, dans lequel elle suit le destin de 4 femmes bouleversées par la guerre. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Anastasia. Laurent Balesta nous rejoint également, biologiste de formation. Laurent parcourt la planète à la recherche de créatures extraordinaires. Il a monté pas moins de 8 expéditions que ne renierait pas Jules Verne, qui toutes réunissent un mystère scientifique, un défi physique de plongée et un potentiel artistique, puisque l'un des objectifs, c'est aussi de ramener des images inédites d'animaux sous-marins. À titre d'illustration, Laurent a été le premier à photographier le sélacanthe, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Il s'agit d'un fossile préhistorique mythique qui vivait il y a 65 millions d'années. Et après plus de 10 ans de préparation et 3 expéditions, Laurent a réussi à le mettre face à sa caméra. Entre autres expéditions, il s'est retrouvé à photographier un écosystème où il y avait plus de 700 requins en Polynésie. Et une autre expédition l'a amené à rester plus de 20 jours à 120 mètres de profondeur au Cap Corse, dans une cabine de 5 mètres carrés qu'il a partagée avec 3 autres personnes, ce qui lui a donné la possibilité de faire des plongées quotidiennes à plus de 120 mètres de profondeur. Laurent a publié 14 livres de photographie sous-marine, de nombreux documentaires et a été 6 fois lauréat du prestigieux prix Wildlife Photographer of the Year, décerné par le Museum of Natural History de Londres. Il a également été le premier Français à avoir reçu le Grand Prix depuis plus de 40 ans en 2021, puis encore en 2023. Bravo et merci d'être là. On a le plaisir d'accueillir Enki Bilal.
Alors, Enki, je me donne la peine de vous le présenter, mais la salle le connaît. Il est réalisateur de films de science-fiction, auteur et dessinateur de bandes dessinées visionnaires qui racontent des récits d'anticipation et interrogent notre société. Nos enfants, un certain nombre d'entre vous qui êtes de ma génération, ont été baignés par les phalanges de l'Entre-Noir, Partie de chasse, la trilogie Nicopole avec La foire aux immortels, La femme piège, Froid Équateur, ou plus récemment par Bug, une trilogie dans laquelle l'humanité se retrouve en panne de tout accès au numérique et soudain incapable de fonctionner. Je ne vous en dis pas plus. Son œuvre est traversée par des thèmes récurrents que sont l'obscurantisme religieux, le transhumanisme, la rupture numérique, la perte de la mémoire individuelle et collective et le changement climatique. Merci Enki d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons le grand plaisir d'avoir Reza avec nous. Photographe de guerre humaniste, Reza témoigne inlassablement des guerres et des injustices partout dans le monde. Il a été correspondant de nombreux médias internationaux, dont National Geographic, dont il a fait pas moins de 25 couvertures, toutes avec des portraits. Certaines de ces photos sont devenues iconiques, comme celle du général Massoud, ce chef militaire afghan qui s'est battu contre les forces soviétiques et qui sera finalement tué par Al-Qaïda. Au-delà des sujets géopolitiques, les photos de Reza nous engagent à préserver la nature et le vivant. Et Reza est auteur de plus de 30 livres et de 450 expositions. Merci Reza pour ta présence. Adrien Rivière, pardon, excuse-moi, je vais vous laisser finir les images. Adrien Rivière nous rejoint également aujourd'hui. Auteur et journaliste, Adrien fait dialoguer les artistes avec le monde, il les aide à formuler leur moteur intime et leur rapport au bouleversement de notre époque. Adrien a eu la grande joie d'écrire un livre avec Enki, L'homme est un accident, que je vous recommande vivement. Il vient d'en publier un autre très récemment avec le dessinateur Rochette. Il est également cofondateur de Résonance, un média qui s'intéresse au rôle de l'art et des artistes pour changer le monde, ou changer notre vision du monde, tout au moins. Merci Adrien d'être avec nous. Alors après cette longue introduction, je voudrais surtout donner la parole à nos invités. Je vais vous laisser quelques temps pour les questions à la fin. Je vous promets de vous sacraliser ce moment-là. Mais pour commencer, j'aimerais procéder à un premier tour de table qui leur permette à chacun de raconter pourquoi ils sont arrivés à cet engagement, à cette obsession. Parce qu'il y a peut-être un débat sur le mot engagement, mais en tout cas à cette œuvre d'art et à cette obsession qu'ils poursuivent. Et au ton et aux médias qu'ils ont choisi d'adopter. Je vais commencer par toi, Anastasia, si tu le veux bien. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler le sujet du féminisme sous cet angle humaniste et avec le média du documentaire ? Ça fait très haut nu quand même, on a l'impression qu'il va y avoir un vote à la fin. Bonjour, écoutez, c'est une vaste question, je ne sais pas si on a le temps d'aller au bout de cette question-là. On ne quittera pas la salle tant qu'on n'aura pas les réponses. Ok. En tout cas, moi j'ai commencé en tant que journaliste d'investigation. Et c'est intéressant parce que moi-même, il y a eu une vraie évolution dans mon travail. C'est-à-dire, j'ai commencé dans un parcours où on m'a appris à être la plus neutre possible. Et j'ai cru au début que c'était possible. Voilà, et j'avais cette idée de faire de l'investigation en gardant les distances quelque part avec les êtres que je suivais. Donc j'ai travaillé sur des sujets toujours très drôles, très sympathiques comme l'immigration illégale, le trafic d'organes, la prostitution, voilà, que des trucs très sympas comme ça. Et en fait, à chaque fois, quand je rentrais chez moi, je me disais, bon, c'est pas ta vie, ne l'oublie pas. Si tu veux continuer, il faut quand même te souvenir que c'est pas ta famille, c'est pas les gens avec qui, voilà. Il faut que tu arrives à te protéger de ça. Et puis, j'ai commencé à travailler avec Anne-Arthus Bertrand, et on a fait un premier film que tu as cité tout à l'heure qui s'appelle Human. Et là,
ça a complètement changé ma vie, mais ça a changé mon rapport à mon métier aussi. C'est que je me suis retrouvée face à des gens que je voyais pour la première fois de ma vie et qui d'un coup me dévoilaient des choses qu'ils n'avaient jamais dévoilées à personne. Parce que voilà, pour ce film, on a fait le tour du monde pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. On a été dans plus de 70 pays, on a fait des milliers de témoignages, des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être dans la lumière, qui n'ont pas l'habitude d'être entendues. Et là, j'étais face à des gens qui d'un coup, pour la première fois, se sentaient entendus, se voyaient exister et me livraient des choses, mais tellement fortes, tellement personnelles, tellement intimes. Et c'était impossible pour moi de me protéger. C'était impossible de me dire, oh là là, bon, après tu rentres chez toi et tu oublies tout ça. Et d'un coup, je me suis retrouvée dans cette presque mission de me dire, mais tu peux pas juste te dire que c'est ton métier en fait. Et d'un coup, je me suis sentie presque dépassée par cet engagement et qui est devenu en quelque sorte le sens de ma vie. Et après, voilà, c'est des grands mots tout ça, mais quelque part aujourd'hui, c'est presque les projets qui me choisissent. Ce sont les personnes qui me choisissent. Et chaque projet, il vient d'une certaine façon du projet précédent. Et voilà, et je crois qu'il n'y a rien de plus fort que d'essayer de porter la parole des autres à notre petite échelle et essayer de faire en sorte que toutes ces personnes qui ont l'impression d'être invisibilisées puissent à un moment donné exister. Voilà. Merci, merci Anastasia. On sent que tu deviens dépositaire de ces histoires individuelles. Reza, j'aimerais te faire réagir parce que tu partages avec Anastasia cette vision de cette importance de l'humanisme et des histoires que les gens te communiquent, te partagent. Donc je le disais, tu as couvert toutes les zones de guerre possibles et imaginables, mais pour autant, tu as toujours voulu les couvrir avec un angle qui était très particulier, qui est montrer l'homme, montrer ses histoires, ramener de l'humanité à des moments qui sont les plus terribles et qui sont particulièrement bouleversants. À ton tour, j'aimerais te passer le micro sur cet angle, sur le choix de cet angle. Merci d'être aussi nombreux pour entendre les histoires de l'image et les faiseurs de l'image que nous sommes. En réalité, si vous réfléchissez un moment, vous allez vous rendre compte tous que vous étiez un moment dans votre vie touché profondément par une photographie, par une image, et qui reste et qui restera toujours avec vous et dans votre corps et votre âme. Et c'est ce moment où une photographie touche l'âme de quelqu'un qui est la principale question sur laquelle nous travaillons tous. Comment arriver à créer des images qui pourront aller beaucoup plus loin que c'est des milliards et des milliards d'images qui sont en train de se faire, et à quoi ça peut servir ces photographies. Ça, ce sont les questions que nous nous posons tous, que je me suis posé aussi il y a 60 ans, à l'âge de 13 ans, en me disant qu'est-ce qui peut m'aider à m'exprimer au monde, qu'est-ce qui peut m'emmener un enfant de Tabriz en Iran de pouvoir communiquer au monde entier. La réponse était l'image. Et depuis ce moment, je n'ai fait que suivre depuis 60 ans cette relation avec l'image dans 4 coins du monde, comme vous l'avez dit, pas seulement dans les magazines comme National Geographic ou Time ou autres, mais des livres, des conférences, des expositions. Et en plus de tout ça, il y a un autre mot qui est important pour moi, c'est la transmission. C'est que
parallèle à mon travail photographique, quand je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de victimes du monde, les gens qui souffrent et qui n'ont pas de voix, et que nous arrivons à certains moments devenir leur porte-voix, la question que je me suis posée, c'était et comment faire pour qu'eux, ils deviennent aussi la porte-voix de eux-mêmes. Et c'était à partir de ce moment où, parallèle à mon travail photographique, ce que tu dis engagement, parallèle à mon travail photographique, j'ai commencé par tous les moyens, trouver des moyens et par tous les moyens de former des femmes, des hommes, des enfants qui sont en train de souffrir, qui se trouvent dans un moment de leur vie, dans leur histoire, que normalement un être humain ne devait pas se trouver. Et c'est à ce moment-là, les gens qui vivent une histoire, les enfants qui sont dans un camp de réfugiés, quand ils ont un appareil photographique, ils savent comment est utilisé. L'importance, ce n'est pas juste avoir l'outil. Vous ne pouvez pas donner un crayon et un stylo, un carnet à un illettré en disant écris ton histoire. La photographie, c'est un langage universel. Et parce que c'est un langage, donc, comme toutes les langues, il a un alphabet. Tant qu'on n'a pas connu cet alphabet, on deviendra comme milliards d'autres, qu'on sort d'un appareil, on fait une photo et qu'on montre à nos entourages, ils disent « Ah, c'est très bien », et on se dit « Je suis devenu photographe ». Vous voyez, c'est là l'importance d'apprendre cet alphabet, ce que je répands dans mes formations, comment arriver à expliquer cette histoire. Et c'est ça pour moi. Quelque part, ce mot engagement, presque au début quand j'entendais, ça me irritait. Et après j'ai compris pourquoi on utilise ce mot, parce que je crois que chaque être humain, nous avons cette responsabilité, nous avons presque cette mission pour qu'on soit digne de l'être humain, de ce nom, pour qu'on soit digne de ce nom, de cette appellation. Nous ne devions pas vivre pour nous-mêmes seulement. Nous devions certainement, par nos actions, par ce que nous créons, que ce soit par l'art, par toutes les actions, d'aider l'émancipation du monde. Vous voyez, c'est quand je disais, nous avons tous été touchés par les photographies. Chacun de vous avez certainement une photo dans votre tête de vous penser ça. Nous avons tous cette photographie. Moi, une des photos qui m'avait touché, peut-être que vous ne croirez pas que ça a été tellement me toucher, c'était la première fois qu'on a vu la photo de Terre. Vous voyez, ça, comme une bille. Ce petit bleu. On était dessus sur la photo. Tout le temps. Je sais pas, moi j'étais de l'autre côté, moi. Et donc, cette image de ce petit bleu sur ce fond noir, pour moi, c'est l'origine de l'écologie moderne, cette photographie. Peut-être qu'on ne penserait pas, mais c'est cette photographie, certainement, qui a joué un rôle important pour que autant du monde il s'intéresse à l'écologie. D'ailleurs, je crois que c'est Edgar Mitchell, un des
astronaute qui disait que d'en haut, quand on regarde, on voit une entité indivisible. Ouais. Et qu'il n'y a pas de frontières, on ne voit pas les frontières. Et que nous avons tous l'engagement, voilà, c'est le mot, l'engagement, ça vient de, nous avons tous l'engagement et la responsabilité que cette terre devienne unie et que les habitants vivent en harmonie, si on veut que l'être humain survive. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, c'est presque cette histoire de survie de l'être humain et la planète qui va avec. Merci beaucoup. Merci Reza. On sent combien tu avais l'engagement chevillé au corps et comment l'image a été un médium pour l'exprimer et comment tes engagements vont également au-delà de l'image elle-même. Et on y reviendra un peu plus tard puisque tu as évoqué tes engagements associatifs qui sont nombreux. On va y revenir. Laurent, j'aimerais te passer le micro. Quand on s'était vu il y a quelque temps, tu m'avais dit mais en fait, on se raconte aussi des histoires. Ce ne sont pas des images qui changent le monde. En tout cas, mes images ne changent pas le monde. Je voudrais faire avec un petit peu de provocation, mais je pense que tu posais un pavé dans la mare. Hier, j'entendais Baptiste Morisot qui nous rappelait que dans nos vies, on était complètement finalement déconnectés avec la nature et que nos rêves même étaient dépourvus de la nature. On rêvait d'hommes, nos rêves se passaient généralement dans nos écosystèmes, c'est-à-dire dans nos villes, et qu'on était, non seulement on ne connaissait plus la nature, mais elle n'imprégnait même plus nos rêves. Et je pensais à toi quand il disait ça, je me demandais si finalement tes photos, que tu dis non engagées, si finalement elles n'avaient pas le rôle un rôle de sensibilisation à l'écologie, un rôle de sensibilisation au vivant, et si elles n'étaient pas là aussi pour nous rappeler une forme de mystère que le monde industriel a complètement oblitéré, qu'on a mis derrière nous. Bonjour à tous. Il va falloir qu'on soit joyeux un peu quand même. Vous m'entendez bien là? Oui. Il faut parler plus près? Ah oui, c'est ça. Oui, disons que c'est surtout que je suis mal à l'aise avec la notion de militant, donc de photographe engagé, tout ça, parce que d'abord, je connais trop de militants dans mon domaine, dans la cause environnementale des océans, mais enfin, au final, quand on comprend un peu ce qu'est l'écologie, dès qu'on est militant, on l'est de tout, parce que tout est lié. Mais je les connais trop, ces gens qui avalent des couleuvres dans toutes les commissions européennes, les parlements, qui se battent au quotidien. J'ai quelques amis de l'OFB qui sont là, ils souffrent ces derniers temps quand on entend certains élus aujourd'hui parler d'eux. J'ai trop conscience de ce militantisme-là, ou ceux qui sont sur le terrain, le Sea Shepherd, les Paul Watson, qui se battent physiquement presque. J'ai trop conscience de ça pour prétendre qu'avec des photos et avec mes meilleurs amis, nous qui avons le privilège de voyager, parfois pas très loin, mais enfin des privilèges d'aller voir des choses que les autres ne vont pas, de prétendre être militant alors qu'on prend un plaisir incroyable. Voilà, bon, parfois l'eau est froide, mais quand même on prend sacrément plaisir. Donc voilà, c'est ça. Et puis en plus, au-delà de ce malaise, après j'ai une allergie. J'ai l'allergie à ceux qui, sans complexe, nous expliquent que tout simplement, il suffit de montrer la beauté du monde et puis ça ira mieux, quoi. Enfin, si c'était ça, le rhinocéros blanc, il y en a des belles photos. Hein. Et voilà, enfin, il y en a... Non, ça a peut-être eu un effet au début de l'image, au début de la photographie peut-être, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Cette beauté de la nature, on la convoite plus qu'on ne la respecte en réalité. C'est quoi la première réaction quand on voit quelque chose, un paysage merveilleux sur Instagram? Je veux y aller aussi, quoi. Enfin voilà. Donc j'ai un peu de mal avec ça. Et en même temps, c'est mon métier. Il faut quand même que je gagne. Il faut que je gagne ma vie. Moi. Alors, c'est quoi l'issue? Et j'ai espoir, mais je suis jugé parti, bien sûr, quand je dis ça. J'ai espoir que
il y a une autre voie. Il y a montrer les horreurs du monde. Ça peut être bouleversant, avoir un effet, mais là aussi, je crois qu'on peut c'est terrible, mais on peut presque s'y habituer ou être fataliste et dire c'est comme ça. Et puis la beauté du monde qu'on convoite. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une autre voie? Enfin, moi, au début, c'était un acte inconscient. Mais maintenant, je le conceptualise un peu plus. C'est de s'intéresser au mystère du monde. Et bon, dans mon cas, évidemment, au mystère du monde sous-marin. Et ça, j'ai de la chance. Hein, il y a 200 000 espèces décrites. Il y en a 2 millions à décrire encore. Vous voyez? Et sur ces 200 000 qui sont décrites, qu'est-ce que l'on sait à part qu'elles existent? Il va te falloir plus d'une vie. Hein. Ouais. Donc voilà, donc la manne et le champ est immense de tous ces mystères du monde sous-marin, de comment ils vivent, où ils sont, et même pour les plus emblématiques. Prenez des animaux qu'on pourrait croire bien connus. Je ne sais pas, le grand requin blanc. Voilà, le grand requin blanc. On a fait le tour. Il y a eu des fictions sublimes, il y a eu des reportages incroyables. On ne sait rien. On n'a jamais vu un requin blanc mettre bas, donner naissance à ses petits. On ne les a jamais vus s'accoupler. Et même les prédations qu'on a vues, c'est toujours des fausses prédations, c'est-à-dire de l'appâtage pour les rendre fous. Et voilà. Donc même sur ces animaux, on n'a jamais vu une baleine à bosse donner naissance à ses bébés. C'est quand même des animaux qui peuvent paraître hyper connus. Donc imaginez le sélacanthe, imaginez toutes ces bestioles qui vivent à grande profondeur, et pas que dans des profondeurs inaccessibles. De plus en plus, ces profondeurs, avec le progrès de la technique, tout ça, on y accède un petit peu. Donc c'est des patrimoines naturels qui sont de plus en plus communs, enfin, où on peut aller se promener. Bon. Et j'ai l'impression que ça, c'est intéressant. Et que si la réaction devant une image, quelqu'un dit « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais ça sort d'où, ça? Mais c'est gros, c'est petit, ça inspire, c'est montrer le mystère. C'est-à-dire qu'on n'est pas séduit juste par des courbes et des couleurs. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui... Et peut-être à ce moment-là, on mesure que tout ça nous dépasse, que tout ça est plus grand que nous. Et devant quelque chose qui est plus grand que nous, en général, on fait amende honorable, enfin, on est respectueux. Si on prend un peuple, prenez une population humaine extrêmement religieuse. Voilà. Pourquoi aller en adoration devant son Dieu? C'est pas parce qu'il est beau, c'est parce que ça le dépasse. C'est parce que c'est plus grand que lui, parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il a peur, il le craint aussi. Ça, c'est bien. Il faut craindre un peu la nature aussi. C'est quoi cette histoire que les requins ne seraient pas dangereux, quoi? Il y a des requins qui mangent des hommes, hein, ça arrive. Hein. C'est ça le monde sauvage. Ils sont ni haineux, ni gentils, ils sont sauvages. Et voilà, essayer de remettre cette dimension-là, et donc de relativiser notre connaissance en montrant des choses qu'on ne connaît pas. Alors c'est un concept, hein, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire, mais voilà mon rapport à l'image. Mais je pense qu'en chemin, peut-être inconsciemment, tu travailles en fait les grands récits. Pardon. Alors, est-ce que là c'est mieux? Merci. Peut-être sans en avoir l'intention, en chemin, tu travailles ce qui fait nos grands récits et notre façon de voir le monde. On partage aujourd'hui dans la civilisation occidentale un monde déconnecté de la nature et dans lequel on est en maîtrise, en contrôle et dans lequel l'homme domine. Et tu nous partages un monde de mystère plus grand que nous, comme tu viens de le dire, et qui nous permet de réenchanter notre monde. Et ce faisant, je pense que tu as sans le vouloir, un impact plus grand que tu ne le crois. Évidemment, j'espère que ça puisse rendre un peu... oui, attentif, en tout cas. Voilà, attentif. C'est un peu comme quand... je crois que c'est Albert Cohen qui disait aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Enfin, ça c'est pas lui qui disait ça. Hein. C'est l'autre, il y a un peu plus longtemps, hein, sur la croix. Aimez-vous les uns les autres, c'est bien beau, hein, mais déjà, commencez par pas vous haïr. Ce sera déjà une première étape, quoi. Ben, c'est un peu ça. Voilà, commençons déjà par mesurer que tout ça nous dépasse, et ce sera déjà pas mal, quoi. Et que l'homme fait partie d'un grand tout. Et tes photos ont quelque chose de science-fictionnesque, puisque tu nous donnes à voir
des bestioles inimaginables depuis nos villes. Ce qui me fait une jonction parfaite, merci Laurent, avec Enki, qui lui... dont toute l'œuvre raconte des mondes futuristes en déliquescence et qui suit son temps, son époque, puisqu'il y a eu... Vous m'entendez? Oui? Pas très bien? Je ne sais pas s'il faut que je me mette plus loin, plus près, plus près, plus près. Puisque tu as d'abord raconté l'histoire de l'effondrement du communisme au travers de différentes bandes dessinées, et aujourd'hui tu nous parles d'une forme d'effondrement technologique et environnemental qui était déjà présent, mais dont on sent la préoccupation monter. Alors, on a l'impression que cette accélération numérique, ce monde en fuite, est devenu une forme de nouvelle obsession dans ton œuvre. Et je me demandais quel était le rôle de l'anticipation pour toi, puisque après des BD historiques, tu nous projettes depuis un certain temps dans des futurs proches qui nous permettent d'imaginer ce que le monde serait si on n'y prend pas garde. Ça marche? Bon, bonjour. D'abord, je voudrais dire que j'envie énormément Laurent, évidemment, pour toutes les images qu'il a vues, celles qu'il s'apprête à voir. Il y en a des millions encore, apparemment. C'est un magnifique spectacle qui devrait être donné mis sous les yeux de tous les gamins du monde entier pour en faire des adultes responsables. Alors, avant de répondre vraiment à la question, je voudrais dire simplement mon rapport à l'image, comme tous les rapports à l'image de nous tous, hein, c'est lié forcément à la petite enfance. Hein. On voit des images, c'est les premières choses qu'on reçoit, qu'on interprète, qui nous interrogent. Et l'endroit où l'on est extrêmement important. Je pense que l'endroit où est née Anastasia, l'endroit où est né... Alors lui, il est né sous l'eau, donc on n'en parle pas. Mais que ce soit Adrien, Reza, etc., tout ça, ce sont des lieux qui imprègnent immédiatement un imaginaire. Parce que l'imaginaire vient de l'image, vient de ce que l'on voit. Et ensuite, on est marqué au fer rouge jusqu'à la fin de sa vie avec ce bagage qu'on transporte. Alors moi, évidemment, c'est devenu... Mon endroit de naissance, c'est un pays qui n'existe plus, mais c'est l'ex-Yougoslavie, c'est la Yougoslavie, donc ne va pas faire un cours de géopolitique. Vous savez tous que ça vient quand même d'une Seconde Guerre mondiale violente, du communisme, de Staline, Tito, tout ça. Et ça m'a profondément marqué. Et c'est ça qui a fait que finalement, même en m'extrayant du réel, toutes les projections que je fais vers ce qu'on appelle la science-fiction, finalement, est liée à cette espèce de mystère, de conscience nébuleuse, diffuse que j'ai eue à ce moment-là et qui s'est développée avec ma propre conscience politique. Vient ensuite un élément extrêmement important qui est la langue française. Alors ça, c'est toujours étrange, peut-être pour qu'un homme d'image fasse autant l'apologie du verbe, et c'est mon cas. Je trouve que la langue française a sans doute été aussi un booster, comme l'a été ce monde géopolitique auquel je ne comprenais pas grand-chose, gamin à Belgrade. Cette langue française qui a permis de valoriser, de booster mon imaginaire. Donc je pense que là, il y a quelque chose d'assez magique et je suis conscient de ça. Donc c'est un outil que j'aime autant pratiquer que le pinceau, le dessin. La langue française est un élément pour moi extrêmement important. Alors maintenant, ma vision du monde, forcément, elle pourrait s'arrêter au présent et au passé, mais le fait peut-être que le présent soit parfois ennuyeux, sauf peut-être maintenant, on ne s'ennuie pas, vous avez remarqué, donc je vais peut-être changer de métier, mais le fait que le présent, je le trouvais ennuyeux, donc j'avais quand même besoin toujours de me projeter, et en me projetant, je trouvais extrêmement confortable la liberté d'imaginer ce que pourrait être le présent, plus intéressant, ou le passé recomposé. Donc cette notion des trois temporalités, passé, présent, futur, produit ce qu'on appelle un imaginaire prospectif, dans lequel je mets toutes mes interrogations sur l'humain, parce que là encore, gamin, sans rien comprendre à la géopolitique, je sentais que l'humain était au centre des enjeux entre Tito, Staline, par exemple, je prends deux exemples. Donc tout ça, ça fait que
c'est un bloc compact que je m'amuse, et j'emploie ce terme avec beaucoup de responsabilité, je m'amuse à projeter dans un avenir proche pour y produire des interrogations. Ce sont pas je ne suis pas un lanceur d'alerte, mais sans le vouloir, je tombe dans ce territoire-là aussi. Donc voilà, on est aujourd'hui, je pense, nous tous, hein, je pense qu'on va s'interroger plus que jamais sur tout ce qu'on a fait et ce qu'on va pouvoir faire maintenant. L'image, l'imaginaire sont gravement en danger. Donc c'est à nous, je pense, de combattre pour le préserver et pour trouver des armes pour lutter contre l'espèce de régression culturelle, intellectuelle. La transmission, Reza a cité un mot extrêmement important dans tout ce qui nous concerne. La transmission ne se fait plus pour diverses raisons, hein, qui sont liées aussi à la technologie, l'arrivée du numérique, qui a complètement coupé certaines relations entre les générations pour des diverses raisons, parfaitement explicables. Donc je pense réellement qu'on est en train de découvrir de nouvelles interrogations. Moi, même depuis qu'avec Delphine, on a évoqué un peu cette rencontre, on avait évoqué un certain nombre de sujets, et en quelques jours, ces sujets ne sont pas devenus obsolètes, ils ont été simplement brouillés. Et je pense qu'on est tous face à quelque chose qui nous brouille l'esprit, et il n'y a rien de plus dangereux qu'une image brouillée. Alors, voilà, donc la question, elle est là. Comment nous, on va reprendre nos outils, peut-être qu'on devrait faire un tour sous la mer pour nous purifier l'esprit. Je pense que ça nous ferait du bien à tous. Hein. Et, je ne vais pas citer les noms de ceux qui devraient y aller en premier. Et certains, je pense, on en demandait de ne pas remonter. Hein. On demandera la recette, on les laissera sous l'eau. Mais en tout cas, voilà, moi je pense, voilà, j'ai très envie de me battre, de continuer à me battre, mais je pense qu'il faut trouver de nouveaux outils. Voilà. Et ce que tu viens de dire, Enki, évoque le fait que vous travaillez tous avec du temps long. Tous les expéditions mettent des années à être montées, les documentaires aussi, pareil pour Reza, tes bandes dessinées, ce qui permet la distanciation par rapport à cette actualité qui nous bouleverse, sidère, et effectivement il y a un flot incessant de nouvelles. Tu as évoqué le sujet de la langue en parlant de la langue française et de la façon dont ça t'avait ouvert. Tu l'as évoqué en filigrane en parlant des régressions. Et j'aimerais du coup passer la main là-dessus à Adrien, puisque en tant que journaliste culturel et très attaché au ce sujet de langue, j'aimerais te renvoyer la balle là-dessus et te demander comment est-ce que ce langage qui est la photographie est en train d'évoluer. Est-ce qu'il est lui aussi en régression ? Et puis, est-ce que tu as envie de prendre la balle au bond aussi sur la question que lève Enki, qui est, devant tout ça, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire ? Merci beaucoup. Vaste programme, dis donc. Non, déjà, moi, je suis venu à interroger les artistes comme Enki Bilal, avec qui on a fait un livre au long cours, parce que, étant d'une génération née en 91, donc moi, la photo de la Terre, ça faisait un moment qu'elle était produite, mais j'y suis venu parce que j'étais très éco-anxieux, très inquiet du futur, incapable probablement de m'y projeter. Et donc, moi, je viens d'un monde où je décompose les problèmes de manière rationnelle et analytique, et donc tous les essais que je lisais étaient fort intéressants, mais il me manquait un rapport plus sensible, plus corporel, plus charnel au monde. Et je me suis dit bêtement, parce que c'est évidemment l'évidence, que les artistes peut-être pouvaient me guider là-dessus. Il y a une phrase qui me guide beaucoup, qui est une phrase de Régis Debray dans Vie et mort de l'image, où Régis Debray dit que les artistes sont des sismologues du réel. Et donc, suivre leurs images, c'est d'une certaine manière vibrer avec le monde de manière extrêmement puissante. Ça ne veut pas dire que ça nous mène nécessairement à une solution A ou B, mais on vibre différemment. Et donc, quand on voit toutes les images qu'on a projetées là, eh bien, si on prend le temps de le faire, si on prend le temps peut-être parfois d'y revenir, peut-être parfois d'avoir des explications, pas nécessairement, mais ça peut aider, il peut se passer quelque chose de différent. Et donc, c'est pour ça que moi, je mène en tout cas ce travail d'interrogation des artistes. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est
c'est ce que dit très bien Yankelevitch, c'est tout simple, vous allez voir, mais c'est extrêmement puissant pour moi. C'est que quand j'ai vu Enki, quand j'ai vu Jean-Marc Rochette, qui ont des vies, des parcours très différents, et quand on voit toutes les images là, Yankelevitch dit que chaque image n'est pas qu'une production artistique et esthétique. Ce n'est pas que ça. C'est une posture au monde. Chaque image, derrière elle, il y a une colonne vertébrale éthique et donc potentiellement politique. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que la réception de l'image, je cherche à travers mes questions, à travers mon propre cheminement personnel avec les artistes, à savoir, à mettre au jour, à mettre en lumière, on peut le dire de plein de manières différentes, quelle est potentiellement la posture éthique et donc potentiellement politique, donc l'engagement au monde. Et donc c'est ça, mon travail et ce qui m'intéresse. Maintenant, et là je reboucle avec ce que dit Enki, il me semble, en tout cas c'est mon opinion personnelle, que effectivement certaines images, pas toutes, mais certaines images sont en danger. Et donc c'est la question de savoir effectivement où on en est aujourd'hui en 2025. Et donc on voit bien, on ne fait pas de dessin sur le cinéma, sur les séries télévisées, sur ce qu'on montre dans les institutions culturelles. On voit bien qu'il y a un certain nombre de combats qui s'ouvrent et qui sont énormes. Et donc moi, je pense que, et c'est mon travail d'aller interroger des artistes qui sont parfois diamétralement opposés à ce que pense Enki, mais c'est pas grave, je m'en fous, parce que ce contre quoi je lutte, c'est le fascisme de l'image. C'est-à-dire que s'il y a une seule image et une seule interprétation possible, ou si à chaque fois qu'on voit une photo de Laurent, on se dit bah, « Laurent, il est engagé, il le fait ça pour ça bah, », en fait, on se trompe. C'est-à-dire que si on va sur le chemin de quelque chose d'univoque, avec une seule interprétation, de manière complètement linéaire, bah, c'est le fascisme. C'est-à-dire qu'on nous dit quoi penser à partir de quelle image on propose. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'a dit Enki, c'est-à-dire c'est la nuance, c'est le métissage, c'est la pluralité, c'est tout ce qu'on peut montrer dans toute sa grande diversité, avec parfois des Laurent Balestin qui disent bah, « moi je prends des photos, je ne sais pas si je suis engagé, mais peut-être que moi en tant que regardeur, ça me touche. » Et parce que j'ai aussi un rôle de formation de cette photographie, je me dis bah moi, je m'en fous que Laurent il se considère engagé ou pas. Moi, je pense que ça peut être le déclic de mon engagement. Donc ça m'intéresse parce qu'il y a aussi pluralité d'interprétation, de distribution de l'image. Donc, pour te répondre et conclure, voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire essayer d'aller chercher les artistes sur ce versant-là, qui est en fait d'une certaine manière aussi politique. En réalité, puisque ce que je viens de défendre, c'est la pluralité des images et de ce qu'on peut montrer dans une société. C'est une posture antifasciste de l'art, etc., etc. Donc en réalité, mon travail à cet endroit-là est potentiellement aussi révélateur d'une forme de colonne vertébrale éthique et politique, pour reboucler avec Yankelevitch. Merci Adrien. Voilà. Je vais passer la main à Anastasia, mais juste avant, je voudrais faire un écho à ce que tu viens de dire. En écho, ça me renvoie à la discussion que j'avais eue avec Enki, qui se demandait, au jour d'aujourd'hui, et avec ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, et les prudences qu'on prend, finalement, qu'est-ce qui, dans mon œuvre précédente, n'aurait pas pu être possible si elle avait été publiée aujourd'hui? Je trouvais que cette question était une question qui hante. Je vais te passer la main juste après, Anastasia, si tu veux bien, parce que j'aimerais bien t'entendre dessus, Enki. Ouais. Oui, c'est une expression, enfin une réflexion que je me faisais en triant un peu. Je me suis trouvé confronté à un déplacement, un déménagement, retrouver des images anciennes que je connaissais par cœur. Enfin, je connaissais, elles étaient là dans ma mémoire et je les revois. Et donc, je vois des images, tout un tas d'images que je ne pourrais pas produire aujourd'hui, que je ne pourrais pas montrer aujourd'hui, qui ne sont pas des images, pornographiques, c'est pas des images indécentes, d'une violence insupportable, ni rien. Ce sont juste des images de liberté d'une époque où on pouvait montrer un corps nu sans que ça pose problème. Et donc je me suis posé la question, là vraiment je suis en train de me dire, mais comment j'aborde la suite, parce que j'ai beaucoup de projets en cours, et donc j'en arrivais presque à imaginer une série de peintures ou de dessins, de revenir sur des dessins existants qui ont eu une vie avant et qui ont été reconnus, appréciés, et leur faire subir une autocensure, de faire une série autocensure, tout simplement. Ça dit des choses sur l'état du monde actuel. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est en plus un énorme pied de nez à faire
aux donneurs de leçons, de modernité, de progressisme, ou de je ne sais quel terme. Là, je ne veux pas entrer dans des débats, comment dire, partisans, tellement je suis contre le binaire. Je suis tellement contre le binaire. Si vous saviez comment on peut être contre le binaire. Je ne sais pas, si vous soyez contre le binaire surtout. Et donc ça, c'est voilà, c'est une question que je me suis posée, mais presque en m'amusant. Je veux dire, mais je vais m'auto-censurer. Voilà, c'est une horreur ce que j'ai pu produire avant. Mais du coup, est-ce que ça te rassure quand un Zuckerberg dit qu'il va enlever la censure et qu'on va pouvoir tout montrer à nouveau? Pardon, j'étais surpris là. Est-ce que du coup, ça te rassure? Est-ce que toi, tu trouves que c'est une bonne façon d'avancer à un Zuckerberg qui nous dit que sur Facebook, sur Instagram, il va enlever les filtres et on va pouvoir tout montrer à nouveau? Ben non, mais c'est ça le problème. Le problème, il est là. Il est dans. Ben oui. Non, mais alors là, il faut tout refaire, il faut réinventer un nouveau monde. Mais on est là pour ça. Anastasia, tu voulais réagir à ce que tu disais? Je voulais réagir. Attendez, je me rapproche. Je voulais réagir à quelque chose que toi, tu disais. Tu disais qu'aucune image est neutre. En réalité, chaque image porte un regard. Et moi, j'ai envie de rajouter, chaque image produite par un être humain porte un regard. Parce que tu évoquais au début cette ère, et on en a tous un petit peu parlé, dans laquelle on est en train de rentrer, où finalement on ne contrôle plus les images, où il y a une multitude d'images, et surtout il y a une multitude d'images produites par un cerveau qui n'est plus un cerveau humain. Eh bien, j'ai envie de vous dire, enfin moi en tout cas, ce que je constate, moi j'ai appris dans une école de journalisme au départ qu'il fallait avoir un regard le plus neutre possible dans notre façon de traiter l'information. Et en travaillant, je me suis rendu compte que c'était bullshit complètement, que c'était impossible de porter un regard neutre, puisque le regard qu'on portait, avant tout, était notre regard, avant d'être le reflet du monde, le reflet de toutes ces voix qu'on entend, de toutes ces histoires qu'on entend. Mais déjà, il y a forcément une projection de soi sur ce qu'on fait, et heureusement, sinon à quoi ça sert en fait de produire des images, de raconter des histoires, si c'est pas quelque part raconter un peu de soi. Et donc, forcément, il y a un biais qui est celui de notre inconscient déjà, qui se projette dans tout ce qu'on produit et qui fait écho à tout ce qu'on entend avec les autres. Mais aujourd'hui, il y a toute une partie des images qui sont de plus en plus nombreuses, qui sont produites par l'IA. Et ces images-là, c'est assez fou. Je ne sais pas si vous avez ce même sentiment. Au début, on peut être ébloui parce qu'on se dit « Waouh, mais c'est incroyable, tous ces mondes extraordinaires que l'IA peut nous créer en 2 secondes en bouffant je ne sais pas combien d'énergie dans des endroits qu'on ne soupçonne pas. » Et voilà, toutes ces images, on n'a plus besoin d'aller au plus profond, dépenser tellement d'argent, tellement de temps, s'enfermer dans 5 mètres carrés, tu vois, tout ça. D'un coup, en 2 secondes, on peut tout faire, etc. Et en regardant ces images, très vite, on se rend compte qu'elles sont toutes pareilles, qu'il y a quelque chose en termes de traitement, en termes de regard, qui est exactement le même. Il n'y a pas de diversité dans ces images-là. Et moi, j'ai l'impression que c'est quand même un peu ça qui peut nous sauver, même si en effet, moi aussi, je partage ce sentiment d'être menacé et d'être dans un monde où surtout, ce qui est difficile, c'est qu'on ne fait plus du tout le tri dans l'information qu'on reçoit. C'est que je ne sais pas si on apprend aux jeunes, si on leur apprend assez à faire le tri. Ça, et moi, il me paraît quand même essentiel, ça. Mais par contre, le regard, dans l'IA, moi, je n'en vois pas. Et je donnais une conférence l'autre jour, ça m'a fait flipper, mais du coup, j'avais envie de vous partager ça. Donc, dans une grande entreprise, etc. Et juste avant moi, c'était une femme qui parlait de l'IA et de toutes ces opportunités extraordinaires, et c'était un panel de gens qui travaillaient dans les RH, donc qui étaient là pour recruter de nouvelles personnes dans l'entreprise, et elle disait, mais vous imaginez, c'est incroyable, maintenant, quand vous allez recevoir des CV, on reçoit quand même des dizaines, des centaines de CV quand on recrute quelqu'un, vous allez pouvoir demander à l'IA de faire le tri pour vous. Vous lui donnez des critères en disant, voilà ce que je voudrais comme profil, avec telle expérience, avec tel regard, avec telle compétence, et l'IA va pouvoir vous sortir les 3 meilleurs profils. Mais moi, je me dis, mais quelle horreur! Si on réduit notre monde à ça, en fait, s'il n'y a plus de rencontres, s'il n'y a plus d'humains, s'il n'y a plus d'échanges, si c'est un ordinateur qui nous dit qui choisir, mais on va où? Voilà. Et j'ai l'impression qu'avec l'image, c'est un peu les mêmes questions qui se posent aujourd'hui. Alors, avec l'IA, tu le dis, c'est notre rapport à l'altérité. C'est aussi tous les biais que tu n'as pas évoqués, mais qui sont présents, et on l'a vu
récemment avec une image utilisée par LFI d'Hanouna qui véhiculait toute une série de billets antisémites qui avaient été produites en fait par l'AI, donc extraordinaire l'AI. Au-delà de ça, c'est le rapport à la véracité. Est-ce qu'on peut croire une image? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est montée? Et on se rappelle des images du pape en doudoune qui se baladait. Il y a eu des images de Zelensky en train de signer un accord de paix dès 2023. Voilà. Donc on ne sait plus quoi croire. Laurent, j'aimerais te passer la parole là-dessus. Toi qui montes des expéditions pendant des années pour aller voir des animaux mythiques et dont on ne mesure pas forcément l'existence, dont on ne connaît pas forcément l'existence réelle, comment est-ce que ça bouleverse ton rapport à la véracité? Est-ce que l'image a besoin d'être vraie et pourquoi? D'abord, pour rebondir sur Anastasia, peut-être que ça peut, l'intelligence artificielle, en tout cas sa potentielle omniprésence, sa puissance, tout ça, ça peut venir un peu challenger notre intelligence à nous, celle de détecter le deepfake ou le fake. Alors on n'est pas tous égaux, mais ça c'est une réalité. On n'est pas tous la même éducation, la même intelligence, vivacité d'esprit. Moi je vois combien de copains, des fois même des copains plongeurs, mais plutôt des non-plongeurs, m'envoient des photos en disant « Oh, tu l'as pas encore photographié ». Ils m'envoient des trucs, mais c'est complètement bidon. Et les gars le gars qui m'envoie ça est sincère. Il est persuadé que la bestiole existe, et c'est complètement bidon. Et moi, je l'ai vu tout de suite. C'est pas que... Voilà, mais parce que j'ai une culture, tout ça. Et ben voilà, peut-être que et moi je vais me faire avoir dans un autre domaine complètement, c'est sûr. Récemment, une voix d'intelligence artificielle qui m'a appelé pour me vendre des panneaux solaires, et j'ai tenu le crachoir en moins de 3 minutes. J'avais honte. Et à la fin, j'avais honte. Quand j'ai compris que c'était vrai, et je lui disais, écoutez, je voudrais pas vous raccrocher mais j'ai voulu la jouer cordiale, vous voyez. Et donc et je voyais que ça, et d'un coup, c'est ma nana en face de moi qui m'a dit, mais t'es con, quoi. Ouais, non, mais voilà, au-delà de la blague, peut-être que ça peut venir challenger notre intelligence. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à détecter le faux du vrai. On l'a toujours fait dans des domaines qui étaient peut-être moins spectaculaires, mais une information, elle est vraie ou elle est fausse. Il faut apprendre à la vérifier, à se documenter, la recroiser, comme on dit. Et ben, des images aussi, on peut... Alors évidemment, c'est un effort. C'est surtout qu'on a longtemps cru que la photographie, c'était irréprochable. Enfin, on ne pouvait pas se tromper sur une photo. Mais en fait, c'est faux. Depuis la photo a démarré, il y a eu des fakes de suite. Et il y a des fakes célèbres, très très anciens. Et voilà, c'était il y a longtemps, on va pas... Mais regardez l'expédition antarctique d'Ernest Shackleton. Et le photographe, oh, j'ai oublié son nom, Frank Emley, je crois, qui a fait ces photos, c'est en 1914 hein, quand même, hein, en expédition, c'est des plaques de verre comme ça, enfin, c'est quelque chose de faire des photos dans des conditions pareilles. Il fait des photos merveilleuses de l'Endurance, le bateau qui va être écrasé par la glace, qui va disparaître en très peu de temps. Une aventure de plusieurs années de survie. Enfin, et le gars a réussi à faire des photos toute la durée de cette survie qui a duré plusieurs années. Il avait gardé ses plaques, il les économisait. Et on s'est aperçu des années et des années après qu'il avait un peu truqué les photos. Par exemple, évidemment, il avait fait toutes. Il ne savait pas que ça durerait 3 ans, je crois, la survie. Et à la fin, peut-être il a cramé sa dernière photo sur cette baie où il y a ses camarades qui attendent la venue d'un bateau, et puis le bateau, il ne vient pas. Il a fait cette photo. Et il y en a une où il a rajouté un petit bateau. Donc, voilà, c'est pas nouveau. Enfin, ça, évidemment que ça prend des dimensions, mais la photo prend des dimensions. Ce qu'il faut, c'est apprendre. Alors, on peut tous se faire avoir, évidemment, mais il faut éduquer désormais, dès le plus jeune âge, à distinguer ça. Après tout, ça va challenger notre intelligence d'une autre façon. Alors, on entend bien chez toi, Anastasia, et chez toi, Laurent, l'importance que vous revendiquez à la véracité, et évidemment chez toi, Enki, la possibilité d'aller chercher tout l'imaginaire que cela nous ouvre pour pouvoir le dénoncer. Au-delà du rapport à la véracité, ce qui nous frappe aujourd'hui, et peut-être qui te concerne plus, Reza,
c'est le fait que la documentation est devenue difficile. Toi qui parcours le monde pour raconter le vrai, la réalité d'un monde en feu aujourd'hui, et pour aller dénicher l'humanité qui reste dans ce monde en guerre, que penses-tu de l'état du monde et est-ce qu'il y a des zones où tu t'empêches d'aller aujourd'hui? Est-ce que tu trouves qu'il y a un recul de la documentation? J'aimerais revenir un peu sur ce qui Bien vient sûr, de se dire sur l'intelligence artificielle, parce que quelque part, c'était aussi le thème de ces discussions. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle. De la même façon que dès le premier pas de l'être humain, il y a eu des dérives, le mensonge, il a toujours existé. Le mensonge n'est pas arrivé depuis hier. Les rumeurs, ils ont toujours existé. Donc, ce que aujourd'hui beaucoup de gens ils parlent comme l'intelligence artificielle qui arrive et qui fait quoi? Qui fait rien du tout finalement. De la même façon que tu dis, Anastasia, il y a l'intelligence artificielle peut trouver des milliards de photographies, mais de nouveau, l'importance et l'impact qu'une image a, une photographie a, c'est la personne qui est derrière qui le fait. Le plus important, c'est l'émotion qui est créée dans la personne qui crée la photographie ou l'œuvre qui arrive à transmettre cette émotion. Parce que l'émotion, ça amène la réflexion. La réflexion, ça amène action. Voilà comment ce que nous faisons dans 4 coins du monde, les images que nous emmenons, les témoignages que nous faisons, où chacun de nous, d'une façon différente, nous avons un seul but, c'est montrer ce que nous voyons. Nous sommes des témoins, quelque part. Et témoins, en soi-même, ensuite, emmène la responsabilité, ensuite emmène l'engagement. Certains, comme moi je disais au début, je pense que ce que je fais, c'est normal. Ou Laurent, il ne croit même pas à ce mot engagement, comme je dis, moi non plus. C'est quelque chose qu'on doit faire par rapport au monde. Maintenant, certes, les réseaux sociaux, certes, le grand bouleversement qui est dans les médias, ça n'a plus le même besoin qu'il y a 30-40 ans, quand j'étais photographe, ou c'était ami Morad, qui est cinéaste, documentaliste. Je me souviens, on s'était vu à Kaboul. On était des gens qui devaient être prêts à partir, prendre le premier avion, arriver dans tel endroit, emmener des photos et envoyer les photos. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les moyens qui existent aujourd'hui, actuellement, dans tous ces pays, dans tous les villages du monde. Aujourd'hui, n'importe où qu'il se passe quelque chose, il y a certainement un téléphone portable pas loin qui va filmer ou photographier ça. Donc, en ce qui s'appelle le document, le monde a assez de documentalistes en ce moment, ce mot, pour faire les documents. Mais est-ce que ces photographies, ces documents, ils vont bouleverser un individu? Ça, c'est autre chose. Ce bouleversement de l'âme, ce bouleversement de l'individu par l'art qui est l'essentiel de ce que nous voulons faire. C'est l'essentiel de comment emmener quelqu'un d'être ému autant que moi quand je suis devant cette petite fille dans le fin fond de village en Afghanistan avec son regard. Je suis très ému et j'ai envie de pouvoir transmettre cette émotion. Pourquoi? Et c'est là où ça vient la décision de chacun de nous
comment filmer, dans quel angle montrer l'image. Quand cette fameuse photo de la petite fille afghane qui était aussi dans la projection que vous avez vue, imaginez qu'elle joue dans un décor de village le plus bombardé de l'histoire d'Afghanistan. Donc, il y a toute cette ruine derrière. Mais ce qui me vient à l'idée, c'est que à quoi bon montrer encore des ruines? Les gens, ils en ont déjà vu. L'importance, c'est ce qui se passe dans le regard et les yeux de cette petite fille qui va certainement vous emmener du monde à continuer à regarder, à continuer à être ému. C'est là où la différence, le choix qu'on fait dans le moment où on est devant un événement, c'est très important. Qu'est-ce qui m'émue moi-même pour que je puisse transmettre aux autres? Ce n'est plus le document en disant qu'elle joue dans un décor de village très en ruine. C'est ce qui se passe dans son regard qui m'émue et que je dois pouvoir le transmettre. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce que je dis aussi dans beaucoup de jeunes qui viennent dire « je veux devenir grand reporter ». Je dis « grand ou petit ». Le plus important, c'est que tu puisses faire les photos autour de chez toi. Le plus grand reportage aujourd'hui, c'est en bas de chez nous, dans notre immeuble que nous vivons. Derrière chaque porte, il y a une histoire extraordinaire. Il y a une histoire qui peut bouleverser le monde entier. 1, il faut trouver la porte. 2, il faut savoir comment l'ouvrir. Sinon, des histoires humaines qui peuvent bouleverser le monde, il y a autant que les êtres humains dans le monde. Chaque personne a des histoires invraisemblables à raconter, ou un visage ou photographique, on peut le faire dans un angle extraordinaire qui peut être émouvant pour le monde entier. Donc, le problème aujourd'hui, ce n'est ni intelligence artificielle. Moi, je l'ai... dès le début, dès qu'il y a eu technologie, j'étais une des premières photographes qui a toujours dit « je vais l'apprendre ». Je vais acheter cet appareil nouveau, si j'avais les moyens. Hein. Je n'ai pas toujours les moyens d'acheter le meilleur et nouveau qui vient. Mais en tout cas, je me suis mis assez vite parmi les premières depuis les années 80 que ça a commencé dans la technologie. Et autant pour vous dire que je ne sais pas encore comment on fait le setting des appareils photographiques. Mon appareil numérique, je ne connais pas encore tous les boutons, comment ça fonctionne. Mais je suis très avis de technologie, intelligence artificielle, oui, tout ce qui arrive. Il faut qu'il arrive. Ça va nous aider. Quoi? Il y a une chose qui est importante, c'est créer des liens entre les êtres humains. Pourquoi nous faisons ça tous? Nous voulons être médium entre quelque chose de mystérieux, comme Laurent il dit. Oui, le mystère, c'est aussi bien dans tous les visages qu'Anastasia nous montre, il y a aussi, dans chacun de ces visages, il y a un mystère. Dans chaque dessin il y a un mystère incroyable. Le monde est mystérieux. Donc, nous essayons par tous ces moyens de dire, voilà, comment créer des liens entre les individus, comment créer des liens entre les communautés, contre rapprocher les cultures l'un et l'autre. Pourquoi? Pour une simple raison. Parce qu'on s'intéresse et on défend à la fin quelque chose qu'on aime. Si vous n'aimez pas quelqu'un, si vous n'aimez pas quelque chose, vous n'allez pas le défendre. Vous n'allez pas vous intéresser. Donc, mon travail photographe, même quand je suis dans la zone de guerre, devant les milliers de corps déchiquetés, les blessés, du sang partout, ça n'est pas de vous montrer « Regardez l'horreur, comment on tue ici ».
Parce que vous allez fermer les yeux. Enfin, vous, quand je dis vous, moi je parle de l'ensemble de l'humanité. Mon rôle, c'est de dire, regardez comment ces peuples sont magnifiques. Regardez comment ce paysage est extraordinaire. Regardez comment cette petite fille est merveilleuse. Mais, vous savez, elle souffre. Mais, vous savez, il y a des gens qui sont en train d'arracher des arbres. Donc, tant que vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas défendu. Notre rôle, c'est ça, finalement, d'être un médium, témoin et médium pour rapprocher tout ça ensemble, pour que finalement, on puisse défendre l'humanité, défendre... Et quand je dis « nous faisons tous la même chose », vous permettez une petite histoire, parce que c'est tellement important pour savoir que lui et moi et Laurent et Anastasia, on fait la même chose. L'histoire, vraie histoire, c'est le suivant. Dans les années 50, en Colorado, ils viennent de construire le plus grand télescope du monde, avec, je ne sais pas, le premier miroir à 25 mètres de diamètre, quelque chose d'incroyable. Et pour l'inauguration, ils invitent Albert Einstein de venir inaugurer le grand télescope, le grand centre d'observatoire. Le même jour, Einstein a un autre engagement, il ne peut pas aller. Il appelle le directeur, il dit « Est-ce que mon épouse peut me représenter ?» Le directeur, il dit « Ok, Madame Einstein, venez. » Madame Einstein, elle ne connaît rien de tout ce qui est astrologie, télescope, mais comme elle est invitée d'honneur pour inaugurer, il va suivre tout ce qu'il explique. Donc, le directeur, il dit, voilà, nous avons fait un télescope de 25 mètres carrés, tout ça, tout ça. Et à la fin, il dit, excusez-moi, monsieur, pourquoi vous faites tout ça? À quoi ça sert? Et lui, il dit, vous savez, madame, nous cherchons le début de l'univers, nous voulons savoir combien de temps de lumière comment dirais-je, il parcourt, nous voulons savoir d'où il vient l'origine du monde et autres. Et Madame Einstein, elle dit, excusez-moi, vous avez besoin de tout ça? Parce que vous savez, mon mari Albert, tous les jours à la maison, sur la table de cuisine, avec plein de papiers, il écrit des X et Y que je ne comprends rien. Et quand j'ai dit, Albert, qu'est-ce que tu fais? Il dit exactement ce que vous venez me dire. Qui cherche la même chose que vous me dites. Voilà un peu ce qui nous rapproche de l'ensemble de ce que nous faisons. Nous cherchons tous la même chose. Une meilleure compréhension de l'homme et l'humanité. Juste un mot. Ouais, non, juste un mot sur l'intelligence artificielle. Question, est-ce qu'elle a produit à ce jour de l'émotion? Est-ce que quelqu'un a éprouvé de l'émotion devant une œuvre d'intelligence artificielle? Donc la différence, elle est là encore. Comment préserver l'émotion que l'artiste, par l'imperfection ou l'accident, va produire? L'intelligence artificielle, jusqu'à présent, elle fait dans le scientifique, le pur, le droit, comment dire, l'artificiel. Donc, voilà. Est-ce que le bras de fer, le bras de fer qu'on est en train de faire là, est-ce qu'il va se régler par une implication plus grande de l'artiste pour essayer de reprendre le pouvoir, ou en tout cas d'essayer de créer une distance avec la réplique? Alors, le danger de la réplique, c'est qu'elle finit par s'améliorer et ça va très très vite. Nous sommes tous dans des temps longs dans notre création. Et là, ça va extrêmement vite. Mais s'il n'y a pas d'émotion au bout, et je ne vois pas comment elle pourrait arriver, tout n'est pas perdu. L'outil est magnifique, hein, magnifique. Merci Reza et merci Enki, parce que finalement, tout ça, ça nous dit une chose, ça nous dit que l'intelligence artificielle modifie notre rapport à la vérité, c'est un sacré problème. Mais par contre, votre
votre travail de conteur, votre travail de chercheur d'émotions, il est plus que jamais nécessaire. Il est là, il sera encore là demain pour longtemps. Je veux préserver du temps de questions dans la salle, donc je vais vous poser une dernière question, et après on va ouvrir aux questions. Reza, tu parlais tout à l'heure très rapidement en fait, de tes engagements associatifs. Et vous en avez tous à votre façon. J'aimerais vous interroger sur la façon dont cette envie d'engagement au-delà de l'image créée modifie votre façon de travailler au moment où vous êtes dans la création, et après. Et peut-être, je vais peut-être commencer par toi, Anastasia, si tu le veux bien. Mais moi, je veux rebondir à quelque chose que Reza a dit avant. Vas-y. Déjà, je trouve que tu es un vrai poète. Je suis partie tellement loin là en t'écoutant, c'est magnifique. Et non, c'est pour rebondir sur la force de l'image dans les endroits où il y a la guerre et la manière d'approcher la guerre, puisque je travaille actuellement aussi, et j'ai beaucoup travaillé sur cette question, mais là c'est très particulier pour moi parce que c'est dans mon pays d'origine. Donc le rapport à l'image n'est pas du tout le même quand il s'agit de l'endroit où tu as grandi, où tu as en fait joué, où tu as passé des moments extraordinaires, et d'un coup tu découvres que ces endroits n'existent plus ou n'ont plus du tout le même visage, etc. Moi je dirais que l'image dans les pays en guerre, elle a plusieurs valeurs, je ne sais pas si on peut dire ça, mais tu vois, les gens qui prennent des photos. La guerre en Ukraine, c'est la guerre la plus documentée depuis la nuit des temps, en fait. Depuis qu'il y a des guerres, c'est la guerre qui a été la plus documentée en termes d'image. Et j'ai travaillé, par exemple, avec le prix Nobel de la paix, Alexandra Matveïtchouk, qui est ukrainienne, qui me disait, justement, tous ces milliers et milliers, toutes ces milliers d'images qui ont été produites par des personnes sur place, qui ont pu constater les crimes de guerre, ce sont des preuves. Pour elle, c'est extraordinaire parce qu'enfin, il y a des preuves concrètes. Parce que vous savez, quand on va dans un tribunal, très souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils nient. Donc, si tu veux aller au bout de la justice ou essayer d'avoir une justice un jour, je n'ai pas l'impression qu'on va dans cette direction-là actuellement, mais un jour, eh bien, c'est important d'avoir des preuves. Et là, dans ce sens-là, les images, elles peuvent avoir une énorme valeur de constater la réalité, de prouver quelque chose. Donc là, elles n'ont pas forcément une valeur artistique, mais ils ont une valeur très importante. Mais par contre, en effet, il y a une autre façon d'aborder les images dans la guerre, mais c'est très complexe. En tout cas, pour moi, je trouve ça très complexe. C'est comment tu esthétises pas la guerre tout en essayant de ne pas tomber dans le truc monstrueux en permanence, dans ce truc de c'est horrible, tout est détruit, tout est... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et dans ce flux d'images aussi, qui nous arrive tellement en continu, où en fait on ne fait plus le tri, on ne sait même plus ce qu'on raconte au bout d'un moment. On voit tellement, je sais pas, des milliers d'images par seconde, que j'ai l'impression qu'au bout d'un moment on est totalement anesthésié, et plus on en voit, plus on est anesthésié. Donc c'est, quand tu produis une image, c'est toutes ces questions-là, finalement, qui sont en filigrane derrière, et qu'on se pose. Et moi, quand tu parlais d'engagement, c'est aussi quand tu vas montrer ça ensuite aux gens, quand tu partages ça aux gens, quand on a fait Human, quand on a fait Woman, vous savez, les premières questions qu'on me posait à chaque fois à la sortie, c'était « mais c'est tellement énorme ce qui se passe, je me sens tellement dépassée, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je peux rien faire, je suis une petite personne, à mon niveau, je suis incapable face à tout ça. » Et c'est justement quelles sont les réponses que nous, on peut apporter. En tout cas, moi, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant pour moi de juste produire des images, juste dire voilà, ça c'est une réalité, elle existe, je veux que vous puissiez la voir, je veux que vous puissiez toucher, parce que je trouve que c'est vraiment l'émotion qui est le truc le plus universel qui existe sur Terre, et c'est comme ça qu'on arrive à peut-être le plus d'action, c'est parce qu'on arrive à toucher les gens et à provoquer quelque chose, une empathie qui fait que d'un coup, on va se mettre à la place de l'autre. C'est tellement con, mais c'est vraiment, ça marche, je vous promets. Et donc, derrière, c'est de dire, OK, ces gens, il ne faut pas qu'ils se sentent impuissants. Au contraire, il faut qu'on leur offre des clés pour aller plus loin. Et c'est ce que tu disais un peu, Reza, au début, en parlant d'engagement et de tout ce qu'on peut créer à notre échelle pour que cet engagement, il puisse devenir concret. Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui, enfin pour moi, je trouve qu'il ne suffit plus de produire des images.
il faut aller plus loin, parce qu'on est tous concernés. Et donc, si les personnes se sentent dépassées, mais quand même, ils ont une envie, il faut qu'on les aide dans cette envie. Anastasia, peut-être que tu peux illustrer, je sais que notamment lors de ton documentaire avec Emmanuel Béard sur l'inceste, tu as fait tout un travail d'accompagnement et un travail d'alerte. Peut-être que tu peux nous illustrer ce que tu as fait. En quelques mots, parce qu'en effet, ça serait bien de laisser aussi un peu de place pour les questions qui sont nombreuses, je suis sûre. En effet, on a fait un film avec donc, la comédienne Emmanuelle Béard, que vous connaissez, j'imagine, tous ici et toutes, qui parle d'inceste. Et pourquoi ça parle d'inceste? Eh bien, parce qu'elle l'a vécu dans son enfance et elle avait vu mon précédent film, Woman, et elle avait senti quelque chose certainement dans mon travail qui lui a dit que il fallait qu'elle me rencontre et qu'il fallait qu'on fasse ce film ensemble. Et dès le départ, on a été dans cette idée de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que ça change? Parce que c'est quand même le truc le plus horrible, je pense, qui puisse exister. C'est-à-dire qu'on parle de violences sexuelles faites aux enfants dans leur propre famille. Donc c'est le tabou le plus ultime, c'est les situations les plus terrifiantes, parce que ce sont des enfants qui ne peuvent se tourner quasi vers personne. Puisque quand ça t'arrive dans ta propre famille, normalement c'est l'endroit où tu dois te sentir protégé, et c'est là où tu te construis. Donc ça te détruit à vie. D'ailleurs, c'est la preuve, puisqu'elle a décidé enfin de parler à 60 ans. Ça faisait 45 ans qu'elle portait ça en elle. Voilà, donc, et dès le départ, on a été dans cette démarche de se dire qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et donc, on a beaucoup travaillé avec les associations, les fondations, parce que on n'est pas des experts dans le domaine, mais pour se dire, voilà, dès le départ, comment ça peut être utilisé dans différents contextes, pour que ça puisse produire de l'impact. Et aujourd'hui, je travaille avec des gens qui sont très concrètement engagés là-dedans et qui permettent, dans le milieu judiciaire, parce qu'ils sont sur la Lune, là, je ne sais pas ce qu'ils n'ont toujours pas compris, hein, et faire en sorte que ces enfants puissent être entendus, parce qu'ils ne le sont pas, dans le milieu éducatif, parce qu'apparemment l'école aujourd'hui considère que ce n'est pas vraiment sa place, mais du coup tu te dis, mais vers quoi se tourner? Voilà, dans tous les milieux, créer plein d'actions différentes, et donc le film devient un outil, finalement. Au-delà de sa valeur artistique, ça devient un outil d'action. Et moi, c'est comme ça que j'envisage aujourd'hui, en partie, mon travail. Merci. Je suis heureuse de conclure là-dessus, et Reza a évoqué également le travail qu'il faisait pour transmettre la capacité à utiliser l'image et à ce que l'information vienne des victimes elles-mêmes, notamment dans des camps de réfugiés où il a travaillé. Donc chacun dans son travail, dans le travail que vous poursuivez, a son propre chemin pour aller au-delà des images. Je vais m'arrêter là parce que je veux surtout vous laisser de la place, parce que je sais qu'on est chassé à 4h30 pour laisser la place à la conférence d'après. Donc voilà, on va vous passer, il vous suffit d'appuyer, je vais vous passer la main. Vous avez votre micro. Oui, bonjour, merci à vous cinq pour vos partages d'expérience. Sur la place de l'image aujourd'hui, moi je suis très inquiet. Alors entre les productions d'images de l'intelligence artificielle que vous avez évoquées, qui peuvent influencer, on l'a vu, des votes, des élections, et une information qui date de la semaine dernière, selon l'agence Associated Press, il semblerait que Donald Trump ait ordonné la destruction de milliers de photographies archivées au Pentagone, notamment des photographies qui mettent en avant les minorités. Voilà, donc c'est un projet de réécriture de l'histoire, et ça a été évoqué par certains d'entre vous sur des preuves historiques contre des crimes de l'humanité. Voilà. Donc je ne sais pas, je m'excuse déjà de ma question comme ça, je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite réagir, mais voilà, là je crois qu'on atteint un degré dans l'histoire qu'on a déjà vu aux époques de Staline, mais voilà, je ne sais pas si vous souhaitez réagir. Merci pour la question. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de la réécriture du langage, mais c'est aussi la disparition des images. Je vais peut-être passer la parole à Adrien, et aussi après à Enki, que j'aimerais bien entendre sur cette question. Oui, très rapidement. C'est vrai que par rapport aux intelligences artificielles, moi j'ai une position peut-être un peu différente. Alors peut-être que c'est générationnel, j'en sais rien, mais en tout cas, il est possible. On en a beaucoup parlé avec Enki dans notre ouvrage, et Enki en parle très bien dans sa série Bug, où c'est le grand bug technologique, mais comme rupture anthropologique, c'est-à-dire que l'homme est fondamentalement différent dans ce qu'il est à cause du numérique.
je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des générations qui arrivent pour qui l'image produite par IA ne soit pas la réalité. En fait, je ne sais même pas s'il faut encore regarder le monde entre réalité et virtualité. Je crois que moi, avec ça, c'est ma réalité. C'est-à-dire que j'y crois, au sens ça peut être la vérité. J'ajoute à ça, donc je pose juste là, je n'ai pas le temps de le développer, mais simplement je pense que les lignes entre la réalité versus la virtualité, entre la production émotionnelle ou non de ce qui est tangible ou non, sont en train potentiellement d'être changées. Donc ça interroge la posture de l'image que vous évoquez. Donc ça pour moi c'est une première chose. Et ensuite effectivement c'est sur la résistance. Et tu nous interrogeais en préparation, Delphine, sur qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut résister. Moi, dans ce que je fais, c'est conserver cette idée de multiplication. C'est-à-dire que si on efface des images, ça vous rappelle des personnes dans l'histoire. Le XXe siècle aussi, on a effacé des gens sous les épaules de Staline qui tout à coup ont disparu de la photographie. On parlait des photos truquées, etc. Donc le procédé est en fait relativement bien connu. C'est un procédé de George Orwell dans 84. On supprime des mots, on supprime des images, donc la réalité que l'on voit change. Donc je crois que c'est la nécessaire pluralité des images, de leur coexistence, de comment on les aborde, et avec le risque qu'Anastasia a parfaitement évoqué, c'est-à-dire la première réaction, c'est de dire est-ce que tu es d'accord avec Mark Zuckerberg qui veut ouvrir les vannes? Parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a une ligne de crête incroyable sur laquelle on est mise intellectuellement. C'est-à-dire que si tout à coup, moi je dis devant vous, pluralité des images, tout de suite on peut me dire t'es d'accord pour qu'on montre tout dans ce cas-là. Et là, tout devient acceptable. Et là, c'est la fenêtre d'Overton que vous avez peut-être entendu. Là, tout à coup, on ouvre très très grand le champ de on va tout montrer. Donc ça, c'est très compliqué. En fait, je pense qu'on est, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me fait peur et c'est ce qui m'interroge et c'est ce qui me réveille. Et d'où mes travaux avec Enki et avec d'autres artistes. C'est en fait, qu'est-ce que ça dit de nous maintenant au début de ce 21e siècle? Et ça passe notamment par nos rapports aux images et à notre propre interrogation à ce qu'on veut prendre pour vrai ou non, et tous ces sujets-là qui sont pour moi extrêmement intéressants. Et je le pense fondamentalement en cours de réécriture totale. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de rapport avec ce qu'on a vécu à l'image comparé à ce qu'il y a 25 ans, comparé au début de ma vie, au début des années 90, où je devais aller au cybercentre, télécharger des images et je devais attendre 10 minutes que mon image charge. Déjà, on voit à quel point ça change. Donc, je pense qu'on en est là, en fait. Et moi, c'est ce qui m'intéresse particulièrement à travers votre question, en tout cas. Je t'en prie. Bonjour, merci à tous. C'est bon, on m'entend assez, c'est super. Vous avez dit énormément de choses qui étaient extrêmement intéressantes et passionnantes, et je pourrais réagir sur tout, mais je vais commencer par la fin, sur ce que vous venez de dire, Adrien. Moi, je m'interroge beaucoup parce qu'on est quand même dans une période écologiquement très particulière, et effectivement, on peut se demander ce rapport au sensible, à la création de l'image par l'homme, à la création de l'image par l'intelligence artificielle, c'est pas la même chose. Et est-ce qu'on n'a pas un risque aussi d'avoir une décorrélation profonde entre notre rapport au vivant si on se laisse aller à un espèce de mix total entre le sensible que les images que vous créez, Laurent ou Reza, on ne pourra jamais, vous l'avez dit vous-même, on ne pourra jamais les retrouver par l'IA. Et si on accepte de se dire ou d'aller dans un mouvement de 21e siècle, on a quasiment le même âge. Adrien, vous parlez de 91, moi je suis né en 90, donc c'est pareil. Est-ce qu'en fait, on n'a pas quand même besoin de garder un certain recul et vigilance par rapport à ces créations-là? Oui, et en 2 mots, je pense qu'il n'y a pas de substitution. Le cinéma n'a pas remplacé la photographie, la peinture n'a pas disparu, figurative ou non. Donc je pense qu'il n'y a pas de substitution, déjà, ce qui est énorme. Ça veut dire que potentiellement, tout au cours de notre siècle, il y aura des productions. Enki pourra continuer à dessiner et mettre beaucoup de temps à faire sa bande dessinée qui sortira, nous l'espérons, bientôt. Et donc, ce qui est intéressant, c'est je pense déjà, on peut se rassurer, il n'y a pas de substitution. On voit dans les écoles d'art, les très jeunes qui rentrent en école d'art, il y a un choix aujourd'hui énorme sur des métiers artisanaux de la main. Donc il y a un retour fondamental et incroyable sur la poterie, par exemple.
Hein, donc il n'y a pas de disparition. En tout cas, et on voit bien d'ailleurs, dans les métiers d'art aussi, on est dans le cours du sursaut. Hein. Je ne dis pas que c'est gagné, mais je dis que c'est à quoi je m'accroche. Donc ça ne veut pas dire que le raz-de-marée est une condamnation totale sur laquelle on ne peut rien faire. Si je peux me permettre de rajouter, peut-être que c'est juste une... finalement, c'est le problème d'avoir, avec l'invention de la photographie, il y a eu cette naïveté de croire que c'était la réalité, la photographie. Mais après tout, oui, ça peut paraître plus réel, mais ça reste quand même un reflet. Un reflet, c'est une vérité, mais c'est un reflet. Et peut-être que la photo, c'est une parenthèse. La photo qu'on ne peut pas falsifier, parce que, quoique, mais c'est peut-être juste une parenthèse qui aura duré un siècle ou deux, et que effectivement, les arts plastiques en général, le dessin, la peinture, vont revenir en force, parce que là, au moins, on ne se pose pas la question. On sait que c'est une interprétation, que c'est la vision d'une personne sur quelque chose, et peut-être qu'on va aller vers avoir de plus en plus confiance vers le dessin que vers la photo. Je peux t'aider pour ta prochaine bande dessinée d'anticipation. Oui. Il a besoin de conseils. On peut imaginer peut-être que dans 50 ans, l'illustration des médias, ce ne soit jamais de la photo ou de la vidéo. Ce ne soit que, comme ça, il n'y a pas de doute. On sait que c'est une interprétation. Dans 50 ans, il y aura des médias. Non, oui, ou si on est encore là. Par quelqu'un. Carrément. Je vais prendre encore 2 questions dans la salle et seulement 2. Donc, je vais commencer par... En fait, pour revenir à l'intention de départ, la question, l'image, pour nous alerter et nous engager, moi, ma seule question, c'est tout ça pourquoi? On témoigne, nous, journalistes, on va sur des terrains dangereux, etc. On témoigne tout le temps, on a des témoins exceptionnels, mais tout ça pourquoi? Le monde part en vrille, la planète part en vrille, sale temps pour l'humanité. Tout ça pourquoi, finalement? On se pose la question de l'IA, mais ce n'est pas la question aujourd'hui. La question, c'est de l'impact. À quoi servent nos images? Ok, elles documentent. On a fait des procès, TPI, TPR, etc. Mais tout ça pourquoi? C'est la seule question qu'il faut se poser encore aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression d'être quand j'ai commencé ce métier, je pensais qu'avec la caméra, j'allais changer le monde. Après, je me suis rendu compte que j'étais une espèce de Don Quichotte. Aujourd'hui, je me suis dit, je suis un peu comme Hannah Arendt, la philosophe allemande, qui dit, en gros, moi, on ne pourra pas dire « on ne savait pas ». Mais on ne sait pas quoi? On sait tout. Et pourtant, on a du Trump, on a Milei, on a Mélanie, on a... etc., etc. Donc, aujourd'hui, notre travail à tous, ça sert à quoi? Anastasia, tu prends le point? J'ai l'impression qu'il y a la réponse dans votre question. C'est-à-dire, ça sert bien à ça. Ça sert bien à montrer des choses concrètes qui existent dans cette époque où on est submergé, encore une fois, par des images, à poser un regard, à documenter des histoires. Et justement, mais si, dans cette époque dans laquelle on est noyé, dans laquelle il y a le populisme qui revient en masse, etc., si on ne résiste pas. Moi, là, j'étais aux États-Unis la semaine dernière, je leur ai dit, mais les mecs, arrêtez les t-shirts roses. C'est pas ça qui va vous sauver aujourd'hui. Moi, je viens d'un pays totalitaire, j'ai grandi là-bas. Moi, je ne me pose pas cette question de façon philosophique. Pour moi, cette question, elle ne se pose pas comme une sorte de « et alors, aujourd'hui ?» Moi, je sais ce que c'est que de grandir dans un pays où tu n'as aucun droit. Je sais ce que c'est que de grandir dans un pays où tu n'as pas la voix, tu sais aussi. Je sais ce que c'est physiquement que de vivre des drames dans ta famille qui ne sont jamais reconnus. Moi, j'ai vécu Tchernobyl, mon père est mort à cause de la radiation, ça n'a jamais été reconnu. Je sais ce que c'est. Donc, viscéralement, je me dis « mais si on ne résiste pas ?» donc on n'a qu'à subir, on n'a qu'à dire que les autres, qui fassent ce qu'ils ont. Non, moi j'ai envie de résister. Et j'ai l'impression, hier, on parle beaucoup de résistance aujourd'hui, de quelle forme la résistance peut prendre. Moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est chacun à notre échelle, on doit se poser la question de la résistance. Et hier on parlait de radicalité avec Paul Watson, qui justement jusqu'au bout va dans une sorte de forme de résistance ultime où toute sa vie est aspirée par ça et c'est extraordinaire, tout le monde n'est pas capable de ça. Mais pour moi, elle est plutôt là, la question et la réponse. Parce qu'en écoutant les questions, j'avais l'impression que c'est ça la réponse. C'est d'être des Don Quichotte, mais ensemble, on a quand même quelque chose qui j'ai l'impression, prend forme et qui a du pouvoir.
Donc, à quoi ça sert? Vous voulez savoir à quoi ça sert? Imaginez, il y a 150 ans, où il n'y avait pas la possibilité de documenter, que ce soit par photographie ou film, les guerres. Moi, j'ai étudié ça, parce que, quelque part, ça fait partie de ce que je fais. Justement, je me suis aussi posé la question. Vous savez ce qui se passait s'il n'y avait pas le travail de documentaire que tu as fait, ou moi je fais, ou Anastasia y fait? Aujourd'hui, il n'y avait plus un seul Ukrainien sur la terre d'Ukraine. Pas un seul. Parce qu'il y a 150 ans, quand il y avait des guerres, l'armée, il arrivait, il ne restait plus personne sur la terre, dans le pays. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire aujourd'hui ça? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Pourquoi ils n'arrivent pas pendant presque 2 ans, de finir avec 2 millions de personnes, ou combien de millions en Ukraine? Il y a 150 ans, il le faisait aisément. Il arrivait, il rasait tout, il tuait tout le monde, personne ne savait, personne ne voyait, les nouvelles arrivaient plus tard Covid. Telle armée est arrivée, il a anéanti ce pays entier. Il a tué tout le monde. Aujourd'hui, si ils n'arrivent pas à finir ça, c'est parce qu'il y a des photographes, parce qu'il y a des images, parce qu'il y a des vidéographes qui continuent à documenter et montrer, et même, dans peu de temps, emmener les gens qui le font devant les tribunaux internationaux. Ça sert à quoi? Oui. Il y a une autre chose importante de savoir, c'est que oui, aujourd'hui, on est Trump, on a plein de différentes possibilités, et je ne sais pas si je disais à quelqu'un que sur terrain, on est en train de, pendant 45 ans sur le terrain de ce monde de guerre, quelque chose qui a emmené de comprendre qu'est-ce qui va arriver dans peu de temps ailleurs. Donc, préparez-vous pour un autre Trump ou Madame Trump ici aussi, vous voyez, dans peu de temps. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas du tout voir à l'échelle de la vie humaine les changements sociaux. Le changement social, ça se fait dans 300 ans, 400 ans, 500 ans. On n'a pas le temps, là. L'humanité a le temps. Et moi, je vois, par ce que nous faisons, en continuant de faire, et ce mot résistance est très important, il faut toujours répéter. La résistance, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce pays est debout. C'est la résistance aussi. Vous voyez? Et je vois très bien, d'ici 300 ans, peut-être, ou avant, j'espère avant, les descendants, ils vont dire, nos ancêtres du XXIe siècle étaient des vrais sauvages. Étaient des vrais sauvages parce qu'ils mettaient leurs finances pour construire, pour fabriquer des chars pour tuer les autres, pour fabriquer des avions de chasse, pour laisser des bombes de 20 tonnes sur une école. On est des vrais sauvages à faire ça. Dans 300 ans, ils vont parler comme ça de nous. Moi, je suis persuadé, je ne vais pas être là, tu ne vas pas être là, mais c'est la direction dans laquelle le monde il va, la direction dans laquelle le monde il va, la direction dans laquelle nous devions, en acceptant cette direction, en ayant cette grande lumière de l'humanité devant nous, en disant c'est ça la lumière au bout du tunnel, c'est ça que je dois faire aujourd'hui pour que les gens après moi ils puissent continuer à arriver à cette lumière. Et c'est quoi cette lumière?
Cette lumière, c'est l'humanité. Cette lumière, c'est le bonheur de se trouver un moment sur Terre où les êtres humains, ils n'auront plus à se battre. Et ça arrivera, croyez-moi. Juste un mot, mais tout sert à quelque chose, tout sert à quelque chose. Même Trump, il sert à réagir. Quel moment? Merci Reza de nous apporter un peu de foi en l'avenir, même s'il est très long terme, et Enki de trouver un sens à ce qu'on vit. Résistance, je pense que c'est peut-être le mot d'ordre des universités de la Terre. L'université est une forme de résistance, le savoir est une forme de résistance, le langage, tu l'as dit. Et je pense que dans toutes les questions qu'on a entendues lors de cette table ronde, mais aussi lors des autres, on sent bien le niveau d'inquiétude générale et le besoin de se retrouver ensemble pour pouvoir résister tous par ces liens. Je voudrais conclure par une phrase, mais aussi en annonçant vos actualités à tous. Je voudrais conclure par cette phrase de Camus qui nous dit « Au cœur de l'hiver, j'ai découvert un invincible été ». Je pense que votre travail nous aide à trouver cet invincible été. C'est peut-être ça son sens aussi, de le faire résonner en chacun d'entre nous. Vos actualités, peut-être un mot, parce qu'elles sont riches. Reza, tes photos sont déclinées sous un format podcast pour une petite dizaine d'entre elles, 6 je crois, et ça sera bientôt disponible, avec une explication de toute l'histoire autour des photos que tu as sélectionnées et du contexte géopolitique autour. Enki, tu as une actualité extrêmement prolifique entre le prochain volet de Bug, film, exposition, fond BD... on n'en jetait plus. Laurent, le film Cap Corse, Les Mystères des Anneaux sera diffusé en prime time sur Arte le 3 mai. Et un nouveau livre devrait sortir à l'automne, sur les océans, toujours. Anastasia, évidemment, le travail que tu fais en ce moment sur l'Ukraine, mais aussi une série documentaire sur HBO. Et Adrien, tu viens de sortir il y a quelques jours, on est vraiment dans ton actualité, un nouveau livre avec le dessinateur Rochette, un livre d'entretien à nouveau, qu'il faut tous aller trouver dans nos meilleures librairies. Merci pour votre participation et pour vos lumières.